On dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Parfois, elle sort aussi de la bouche des belles filles qui ont un peu trop bu de vin blanc au soleil, dans le confort d'un chalet de montagne payé par une fortune qu'elles ignorent. Quand j'ai entendu ces mots, ces quelques syllabes lancées comme des pierres sur l'innocence de mon petit-fils, je n'ai pas pleuré. J'ai souri. Car après 3 ans, d'une comédie méticuleuse d'une pauvreté jouée à la perfection, le rideau allait enfin tomber. Et personne, absolument personne, n'était prêt pour le dernier acte que j'avais écrit pour eux. Je m'appelle Élise, et à 70 ans, je pensais avoir fait le tour de toutes les petites et grandes humiliations que la vie pouvait offrir. Je me trompais. Ce n'est pas ta vraie grand-mère. Les mots ont fendu l'air chaud de cette fin d'après-midi dans le Jura plus tranchant qu'une lame, s'enfonçant plus profondément que n'importe quelle blessure physique. J'étais assise sur la terrasse en bois du chalet que nous avions loué, observant mon petit-fils de 8 ans. Léo alignait ses petites voitures sur le plancher. C'est la voix stridente de ma belle-fille Mélanie qui a fait voler en éclats ce moment de paix. Léo a levé la tête, un nuage de confusion assombrissant son visage innocent. « Qu'est-ce que tu veux dire, maman ?» Mélanie se tenait sur le seuil de la porte-fenêtre, ses mains parfaitement manucurées sur les hanches, ce regard de dédain familier gravé sur ses traits. Elle avait bu du rosé toute l'après-midi, et l'alcool avait délié sa langue d'une manière qui d'habitude exigeait des calculs plus prudents de sa part. « Je veux dire que c'est juste la mère de ton père, mon chéri. Pas vraiment de la famille comme nous. Elle est juste là parce que on doit s'occuper d'elle. » La cruauté désinvolte de sa voix m'a serré la poitrine. Mais au lieu de la piqûre familière des larmes, une autre sensation m'a envahi. Le soulagement. Après 3 longues années d'observation minutieuse de mise en scène délibérée, de ma propre précarité, après m'être laissé traiter comme un fardeau, j'avais enfin la confirmation que j'attendais. J'ai souri. Pas le sourire poli et forcé que j'avais perfectionné au fil de décennies de situations sociales décevantes, mais un sourire authentique, un sourire de connaissance qui venait du plus profond de moi. Du même endroit où j'avais stocké chaque affront, chaque commentaire dédaigneux, chaque moment d'exclusion délibérée. « Élise, pourquoi souris-tu comme ça ?» Thomas, mon fils, est apparu derrière Mélanie, sa voix portant cette nuance d'agacement épuisé à laquelle je m'étais habituée. Mélanie ne le pensait pas. Elle est juste fatiguée par la route. Bien sûr qu'il la défendrait. Il le faisait toujours. Même quand elle me faisait dormir sur le canapé-lit lors des visites familiales, parce que la chambre d'amis devait rester impeccable pour les vrais invités, même quand elle me servait le dîner dans des assiettes en carton, alors que le reste de la famille mangeait dans sa précieuse porcelaine de Limoges, même quand elle faisait des commentaires subtils sur le fait que certaines personnes n'apprenaient jamais à contribuer correctement aux réunions de famille. Oh, je sais exactement ce que Mélanie voulait dire. Ai-je dit doucement, ma voix stable malgré le séisme qui secouait ma poitrine. Et ce n'est pas un problème. Léo a abandonné ses jouets et a grimpé sur mes genoux, ses petits bras s'enroulant autour de mon cou, avec cette affection inconsciente que seuls les enfants possèdent. Tu es ma vraie mamie. Je me fiche de ce que dit maman. L'amour pur dans sa voix a failli briser ma résolution. Presque. Mais j'ai surpris le regard de Mélanie levant les yeux au ciel, son expression signifiant clairement qu'elle considérait même ce geste innocent comme déplacé. « Léo, rentre te laver les mains pour le dîner », a-t-elle ordonné. « Et ne salis pas tes vêtements en t'asseyant sur ce vieux fauteuil. » Ce vieux fauteuil. Celui auquel j'avais été reléguée pendant nos 3 jours de vacances en famille, tandis que Mélanie et Thomas profitaient de la chambre principale et que Léo avait sa propre chambre. Le matelas du convertible était bosselé et inconfortable, mais je n'avais rien dit. J'avais appris il y a longtemps que les plaintes ne faisaient que donner plus de munitions à Mélanie, alors que Léo descendait à contre-cœur et rentrait à l'intérieur. Je suis restée sur la terrasse, regardant le soleil commencer sa descente derrière les sapins. Ce séjour au chalet avait été mon idée, et c'est moi qui l'avais payé bien, que la famille suppose que Thomas avait couvert les frais. Tout comme il supposait qu'il couvrait mes frais de subsistance depuis 3 ans depuis la mort d'Henri qui m'avait prétendument laissé sans rien. L'ironie était délicieuse. À l'intérieur, je pouvais entendre la voix de Mélanie, portée à travers les fines cloisons, poursuivant sans aucun doute son commentaire sur les obligations familiales non désirées. J'avais entendu des variations de ce discours d'innombrables fois. Comme il était difficile d'avoir une belle-mère vieillissante.
comme certaines personnes n'apprenaient jamais à être indépendantes. Comme c'était tragique lorsque les parents âgés devenaient des fardeaux pour les familles de leurs enfants. Ce que Mélanie ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que chaque mot, chaque affront, chaque moment d'humiliation délibéré avait été soigneusement catalogué et mis de côté. Pas exactement par vengeance, mais pour vérification. J'avais besoin de savoir avec une certitude absolue ce que mon fils était devenu et quel genre de personne influençait désormais la compréhension que mon petit-fils avait de la famille. Le test durait depuis 3 ans. Et ce soir-là, avec 8 mots simples, Mélanie avait fourni la dernière donnée dont j'avais besoin. Mon téléphone a vibré. Un message de mon avocat à Maître Durand comme prévu. Toutes les préparations sont terminées. Êtes-vous prête à procéder ? J'ai répondu rapidement. Demain soir, pendant le dîner, tenez tout prêt. Le plan que j'élaborais depuis des mois était enfin prêt à être exécuté. Mais d'abord, je devais survivre à une nuit de plus en étant traitée comme une invitée indésirable dans ce qui était censé être des vacances en famille. À travers la moustiquaire, j'entendais Thomas mettre la table pendant que Mélanie se plaignait de devoir cuisiner pour tant de personnes, comme si nourrir 4 personnes était une entreprise colossale. Léo babillait à propos de quelque chose qu'il avait vu à la télévision, sa voix claire et innocente, inconsciente des courants sous-jacents de ressentiment qui flottaient autour de lui. Je me suis levée lentement, mes articulations de 70 ans, protestant après être restée assise trop longtemps dans la même position. 3 ans à jouer le rôle de la veuve pauvre et dépendante avait exigé plus de talent d'actrice que je ne l'aurais cru. Demain, cette performance prendrait fin. Élise à table, la voix de Mélanie a coupé court à mes pensées, le ton suggérant que j'étais déjà en retard, bien qu'on ne m'ait pas appelé avant. Je suis entrée, prenant ma place habituelle à la petite table. Mélanie avait préparé des pâtes, se servant ainsi que Thomas de portions généreuses, donnant à Léo une portion d'enfant et plaçant une quantité nettement plus petite dans mon assiette. « Il y en a plus si vous en voulez. » a-t-elle dit avec une fausse douceur, bien que nous sachions toutes les deux ce que cela sous-entendait. Les personnes âgées n'ont pas besoin de beaucoup de nourriture de toute pour façon. Thomas était absorbé par son téléphone consultant probablement ses emails professionnels, bien qu'il soit en vacances. Il avait hérité de la tendance de son père à éviter les tensions familiales en n'admettant tout simplement pas leur existence. Henri avait fait la même chose chaque fois que sa sœur venait et faisait des remarques acerbes sur mes origines modestes. Certains schémas, ai-je réfléchi, sont générationnels. Alors mamie, a dit Léo en enroulant des spaghettis autour de sa fourchette, avec la concentration intense de l'enfance, maman dit qu'on ne viendra peu. Être plus te voir aussi souvent, parce que ça coûte trop cher de faire. La route, jusqu'à ton appartement. J'ai senti Thomas se raidir, à côté de moi, levant enfin les yeux de son téléphone. Le visage de Mélanie a légèrement rougi, prise au dépourvu par la révélation innocente de son fils sur les conversations d'adultes. « Eh bien, ai-je dit prudemment, parfois les circonstances changent, mon chéri. Les gens prennent des décisions en fonction de ce qu'ils pensent être le mieux. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'après-demain, la question des visites serait sans objet. Tout serait différent. Tout serait enfin honnête. » Le reste du dîner s'est déroulé dans un silence relatif, rompu seulement par les commentaires occasionnels de Léo sur ses jouets ou ses questions sur la randonnée que nous ferions au lac. J'ai répondu à ces questions et souri à ces histoires emmagasinant chaque moment précieux dans ma mémoire. C'était peu, être notre dernier repas de famille avant un très long moment. Alors que Mélanie débarrassait la table, faisant exprès d'empiler bruyamment mon assiette pour souligner le travail supplémentaire que cela représentait, je me suis excusée et suis retournée sur la terrasse. L'air de la montagne était frais maintenant, portant l'odeur des pines et la promesse de la pluie. Demain soir, tout changerait. Les masques tomberaient enfin, et ma famille découvrirait exactement qui ils avaient méprisé pendant ces 3 dernières années. J'ai pensé aux 50 millions d'euros qui dormaient sur des comptes soigneusement gérés aux propriétés immobilières, au portefeuille d'investissement qui avait augmenté régulièrement pendant que je jouais le rôle d'une veuve démunie. Mais surtout, j'ai pensé à Léo et à la leçon qu'il était sur le point d'apprendre sur les suppositions, le respect et la véritable signification du mot famille. Le sourire est revenu sur mon visage alors que je m'installais dans le vieux fauteuil de la terrasse. Demain ne pouvait pas arriver assez vite.
Le lendemain matin de la déclaration de Mélanie, je me suis réveillée sur ce canapé, lit bosselé le dos en feu, mais l'esprit parfaitement clair. En écoutant la famille s'agiter dans leur lit confortable, j'ai réfléchi à la façon dont j'en étais arrivée là. Il y a 3 ans, à la mort d'Henri, j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. Au lieu de révéler la véritable étendue de notre richesse, j'ai choisi de la cacher, de tester, d'observer, de voir qui était vraiment ma famille quand ils pensaient que je n'avais rien à offrir, si ce n'est le besoin. Henri et moi avions été prudents avec notre argent pendant 50 ans. Pendant qu'il travaillait à son modeste poste dans une usine de composants électroniques près de Lyon, j'avais discrètement constitué un portefeuille d'investissement qui aurait choqué quiconque nous connaissait. Nous vivions dans une petite maison, conduisions de vieilles voitures et découpions les bons de réduction non pas parce que nous y étions obligés, mais parce que nous comprenions que la richesse croît dans le silence. L'héritage des terres de mes parents, un petit lopin, que personne ne jugeait de grande valeur avant que la ville ne s'étende, avait été la base. Je n'en avais jamais parlé à personne. J'avais investi cette manne inattendue avec une prudence et une perspicacité que personne ne me soupçonnait. Puis étaient venus les achats immobiliers dans des quartiers que j'avais étudiés méticuleusement. Les actions de sociétés technologiques que j'avais achetées avant que quiconque ne comprenne leur potentiel. Les petites entreprises que j'avais financées et regardées prospérer. Au moment du décès d'Henri, notre patrimoine net avait atteint 50 millions d'euros. Mais au lieu de partager cette nouvelle avec Thomas et sa famille, j'avais observé sa réaction face à ce qu'il croyait être sa mère soudainement appauvrie. Les résultats avaient été dévastateurs. « Maman, il faut qu'on parle de ta situation », avait dit Thomas à peine 2 semaines après les funérailles, assis dans ma cuisine avec Mélanie, à ses côtés, arborant une expression d'impatience à peine voilée. « Ma situation ?» avais-je demandé, bien que je sache déjà ce qui allait suivre. « Ta situation financière » était intervenue Mélanie, sa voix prenant ce ton particulier qu'elle utilisait pour discuter de nécessités désagréables. « Thomas dit que papa n'a pas laissé grand-chose et que tu ne peux pas te permettre de garder cette maison. » J'avais laissé le silence remplir l'espace, regardant mon fils, éviter mon regard pendant que sa femme exposait leur version de mon avenir. « Nous avons réfléchi », avait poursuivi Mélanie. « Peut-être qu'il serait préférable que tu déménages dans une de ces résidences pour seniors. Il y en a une sympa à environ 40 minutes de chez nous, très abordable. Tu pourrais te faire des amis de ton âge. Abordable. Traduction assez bon marché pour que nous ne nous sentions pas coupables de t'y mettre. » « Et cette maison, avais-je demandé tranquillement. Thomas m'avait enfin regardé, son expression inconfortable, mais déterminée. « Nous pensons que tu devrais la vendre. Utiliser l'argent pour tes frais de subsistance. » Ce qu'il voulait dire, c'était « Vends la maison, utilise cet argent pour subvenir à tes besoins et n'attends pas d'aide de notre part. » J'avais élevé cet homme, je m'étais sacrifiée pour lui, j'avais fait des gardes de nuit quand il avait besoin de vêtements pour l'école ou voulait s'inscrire au club de foot. Et maintenant, alors que son père était à peine froid, il me disait essentiellement que j'étais un fardeau financier qu'il ne voulait pas porter. Le test avait commencé ce jour-là. Au lieu de révéler la vérité, j'avais joué le jeu. J'avais vendu la maison comme il l'avait suggéré. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étais déjà propriétaire de l'immeuble où j'avais emménagé. L'appartement que je louais maintenant était en fait le mien. Mais je leur ai laissé croire que je luttais pour payer le loyer mensuel. « C'est si cher », avais-je dit à Thomas lors d'un de ces appels téléphoniques de plus en plus rares. Mais je suppose que je vais me débrouiller. L'effet désiré fut immédiat. Ces appels devinrent plus courts, moins fréquents. Mélanie cessa de m'inclure dans les réunions de famille, prétextant qu'il ne voulait pas me charger du coût de ma contribution au dîner. Les invitations pour les fêtes se firent rares, et quand elles arrivaient, elles étaient accompagnées de suggestions subtiles pour que les cadeaux restent simples et abordables. J'avais joué le rôle à la perfection, portant les 3 mêmes tenues en rotation, achetant des produits de marque distributeurs quand ils venaient me voir m'excusant de ne pas pouvoir contribuer davantage aux cadeaux. D'anniversaire de Léo, tout cela pendant que mes comptes d'investissement augmentaient régulièrement et que mon portefeuille immobilier s'étoffait. Le plus douloureux n'avait pas été leur rejet de ma supposée pauvreté. C'était de voir avec quelle rapidité ils l'avaient accepté. Personne ne s'est demandé si j'avais besoin d'aide. Personne n'a proposé de m'assister dans mes difficultés financières. Ils m'ont simplement classé comme un problème résolu par la distance et de faibles attentes.
Mélanie, en particulier, avait embrassé mon nouveau statut avec un enthousiasme qui frisait la cruauté. Lors des visites familiales, elle faisait des commentaires sur la nécessité pour certaines personnes d'apprendre à vivre selon leurs moyens. Elle me suggérait de faire mes achats dans des friperies, comme si c'était un conseil utile plutôt que de la condescendance. Elle avait même proposé de m'apprendre à utiliser les bons de réduction plus efficacement, ignorant apparemment que je les utilisais bien avant sa naissance. Mais c'était la façon dont elle traitait la relation de Léo avec moi qui me blessait le plus. Progressivement, systématiquement, elle avait appris à mon petit-fils que j'étais moins importante que les autres membres de la famille, que ma présence était tolérée, plutôt que souhaiter que l'amour et le respect aient aidé. Denrées liées à la contribution financière. Mamie ne peut pas venir à ta kermesse, mon chéri, l'avais-je entendu dire à Léo une fois. Elle ne peut pas se permettre l'essence et ce serait gênant de lui demander. J'aurais pu facilement prendre un TGV pour assister à sa kermesse et louer une chambre d'hôtel par la suite. Au lieu de cela, je l'avais manqué, regardant mon petit-fils apprendre que les circonstances économiques déterminaient les priorités familiales. La partie la plus magistrale de la manipulation de Mélanie était la façon dont elle la présentait comme une forme de protection. Elle me protégeait de l'embarras du sentiment de ne pas être à la hauteur du stress, d'essayer de suivre leur style de vie. En réalité, elle m'effaçait systématiquement de la vie de mon petit-fils, tout en paraissant compatissante aux yeux de quiconque aurait pu observer. Thomas, de son côté, avait simplement laissé faire. Quand j'avais essayé de discuter de la distance croissante de Léo lors de notre dernier appel, il avait balayé mes préoccupations. Il est juste occupé avec l'école et ses amis maman. Les enfants de cet âge ne veulent pas vraiment passer du temps avec leurs grands-parents de toute façon. C'est normal. Normal. Comme si la dissolution progressive d'un lien familial faisait simplement partie du développement naturel, plutôt que le résultat d'une manipulation délibérée. Mais à travers tout cela, j'avais regardé et appris. J'avais vu qui ils étaient vraiment quand ils pensaient que personne d'important ne regardait. J'avais documenté chaque affront, chaque commentaire dédaigneux, chaque moment où ils avaient choisi la commodité plutôt que la compassion. La veille, quand Mélanie avait dit à Léo que je n'étais pas sa vraie grand-mère, elle avait fourni la dernière preuve dont j'avais besoin. Non seulement qu'elle ne me respectait pas, mais qu'elle travaillait activement à empoisonner ma relation avec mon petit-fils. Maintenant allongé sur ce canapé inconfortable, pendant que ma famille dormait paisiblement dans leur lit douillet, je ressentais quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis 3 ans. L'anticipation. Ce soir, pendant le dîner, la performance prendrait fin, les masques tomberaient et tout le monde verrait enfin la vérité. J'ai sorti mon téléphone et j'ai parcouru mes comptes d'investissement vérifiant les chiffres du matin. 52 millions maintenant grâce à quelques décisions particulièrement judicieuses dans le secteur des énergies renouvelables. Plus qu'assez pour assurer l'avenir de Léo, quelles que soient les compétences en planification financière de ses parents. Plus qu'assez pour réécrire entièrement les règles de cette famille. De la cuisine, j'entendais Mélanie préparer le café, se demandant probablement pourquoi la vieille femme mettait tant de temps à se lever du canapé et à se rendre utile. Elle ne se doutait pas que dans moins de 24 heures, ce serait elle qui s'interrogerait sur son utilité pour cette famille. Cette pensée m'a fait sourire alors que je me suis enfin redressée, prête à endurer une journée de plus à être traitée comme le fardeau que je prouverais bientôt n'avoir jamais été. La matinée s'est déroulée au rythme habituel des vacances en famille. Thomas s'est plongé dans ses emails professionnels tout en prétendant se détendre. Mélanie a passé 1 heure à se préparer pour une randonnée d'1,5 km, et Léo oscillait entre l'ennui et des éclats d'énergie. J'ai joué mon rôle proposant de débarrasser le petit déjeuner tout en m'excusant de ma lenteur. Mais quelque chose était différent chez moi et je voyais bien que Mélanie commençait à le remarquer. « Vous avez l'air en forme aujourd'hui ?» a-t-elle dit, me regardant faire la vaisselle avec plus d'efficacité que d'habitude. Son ton portait cette suspicion particulière qu'elle réservait à tout ce qui ne correspondait pas à ses attentes. « J'ai mieux dormi que prévu », ai-je répondu ce qui était vrai. Le matelas horrible m'avait semblé un luxe comparé au poids que je portais depuis 3 ans. Savoir que ce soir mettrait fin à la mascarade m'avait donné une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis les funérailles d'Henri. Quand nous sommes finalement partis pour la randonnée au lac, j'ai surpris tout le monde en tenant le rythme facilement. Pendant 3 ans, j'avais joué le rôle de la femme âgée et fragile qui avait besoin de pauses fréquentes et d'une assistance attentive.
Aujourd'hui, je marchais avec l'assurance de quelqu'un qui avait entretenu sa santé spécifiquement pour des moments comme celui-ci. Mamie, tu marches super vite, a observé Léo ses petites jambes, s'efforçant de suivre mon allure soudainement vive. Je me sens bien aujourd'hui, mon chéri, lui ai-je dit, en me penchant pour lui serrer la main. Parfois, on se surprend soi-même de ce dont on est capable. Thomas s'est retourné, la confusion vacillant sur son visage. Maman, tu es sûre que ça va? Tu as l'air différente, différente. S'il savait à quel point les choses allaient devenir différentes. Le lac était magnifique, entouré de grands pins reflétant le soleil du matin comme des diamants éparpillés. Léo a immédiatement commencé à ramasser des pierres intéressantes pendant que Thomas et Mélanie installaient leur pique-nique élaboré. Ils avaient apporté une glacière pleine, des chaises pliantes et même une petite enceinte pour la musique. Pendant ce temps, on m'avait alloué une seule bouteille d'eau et une barre de céréales comme si mes besoins étaient naturellement minimes. Je me suis surprise à les étudier chacun, avec une nouvelle clarté, comme une anthropologue, observant des créatures fascinantes, mais étrangères. Thomas était assis dans sa chaise de camping coûteuse, alternant entre son téléphone et des regards inquiets dans ma direction. Il avait hérité de la taille de son père et de mon menton volontaire. Mais quelque part en chemin, il avait perdu la gentillesse dont je me souvenais de son enfance. Quand était-il devenu quelqu'un qui pouvait si facilement ignorer le bien, être de sa propre mère? Quand avait-il commencé à mesurer la loyauté familiale en euros et en commodités? Mélanie, en revanche, était exactement celle qu'elle avait toujours été. J'avais simplement été trop optimiste pour le voir clairement auparavant. Elle se prélassait dans sa chaise comme une reine donnant occasionnellement des instructions à Léo pour qu'il reste loin du bord de l'eau sans faire le moindre effort pour le surveiller elle-même. Toutes les quelques minutes, elle prenait un selfie orientant soigneusement l'appareil pour capturer le paysage pittoresque tout en m'excluant du cadre. Léo vient prendre une photo avec papa et maman, a-t-elle appelé, tapotant ses genoux, avec des ongles parfaitement manucurés. Alors qu'ils posaient pour leur photo de famille parfaite, j'ai réalisé que je n'avais jamais été incluse dans une seule de leurs photos de vacances. Depuis 3 ans, j'étais la femme invisible présente, mais pas digne d'être immortalisée. Les générations futures, en regardant leurs albums, ne sauraient jamais que j'avais participé à ces voyages. La pensée aurait dû me blesser, mais au lieu de cela, elle m'a amusée. D'ici demain, ils essaieraient désespérément de prouver qu'ils avaient toujours apprécié ma présence. « Mamie, tu veux voir ma collection de cailloux ?» Léo avait abandonné la séance photo et était revenu à mes côtés, ses petites mains formant une coupe autour de plusieurs pierres lisses. « Ils sont magnifiques, lui ai-je dit, examinant chacun avec un intérêt sincère. Tu as un excellent goût en matière de roche. » Il a rayonné à ce compliment, s'installant à côté de moi, sur le tronc d'arbre tombé, où j'avais choisi de m'asseoir, plutôt que de demander, une de leurs chaises de luxe. Pendant l'heure suivante, nous avons construit des châteaux de pierre élaborés et inventé des histoires sur les poissons que nous pouvions voir nager dans l'eau claire. C'est cela qui m'avait le plus manqué pendant les 3 années de distance soigneusement orchestrées par Mélanie. Pas les grandes fêtes de famille ou les célébrations de Noël, mais ces simples moments de connexion avec mon petit-fils. C'étaient ces souvenirs qui auraient dû se former naturellement, constamment, au lieu d'être rationnés comme des ressources rares. Léo a l'air vraiment attaché à toi, a observé Thomas, rangeant enfin son téléphone et prêtant réellement attention à sa famille. Nous nous comprenons, ai-je répondu, aidant Léo à équilibrer une pierre particulièrement délicate au sommet de notre château. C'est mignon, a ajouté Mélanie, bien que son ton suggère qu'elle trouvait cela tout sauf mignon. J'espère cependant qu'il ne devient pas trop dépendant. Les enfants doivent apprendre que les gens ne peuvent pas toujours être là pour eux. La cruauté désinvolte du commentaire prononcé alors que Léo était juste à côté de nous m'a fait serrer la mâchoire. Elle le préparait déjà à mon absence éventuelle, jetant les bases pour me couper entièrement de sa vie. Les gens devraient pouvoir compter sur leur famille, ai-je dit tranquillement, la regardant droit dans les yeux. C'est ça, la signification du mot famille. Quelque chose dans mon ton a dû attirer son attention, car son expression s'est durcie. Eh bien oui, mais dans la mesure du raisonnable. Les gens doivent être réalistes sur ce que les autres peuvent fournir. Absolument, ai-je convenu souriant d'une manière qui l'a fait froncer les sourcils. Les gens devraient vraiment être réalistes sur ce que les autres peuvent fournir. La conversation a dévié, mais je sentais Mélanie m'observer plus attentivement pour le reste de l'après-midi. Son instinct lui disait que quelque chose avait changé bien,
qu'elle ne puisse pas identifier quoi exactement. Alors que nous remballions pour retourner au chalet, j'ai fait mon prochain mouvement stratégique. J'ai réfléchi et j'annonçai en endossant mon petit sac à dos avec une énergie qui les a surpris. Nous devrions avoir un dîner spécial ce soir, un vrai repas de famille. Maman en avait déjà prévu de commander des pizzas, a dit Thomas, l'air fatigué de notre courte randonnée. C'est plus simple. Oh, mais j'insiste, ai-je poursuivi joyeusement. J'aimerais cuisiner pour tout le monde. C'est la moindre des choses après que vous ayez été si accommodant en m'incluant dans ces vacances. Les yeux de Mélanie se sont plissés. Elle s'était habituée à ma gratitude pleine d'excuses, mais il y avait quelque chose de différent dans mon ton maintenant. Quelque chose qui ressemblait presque à un défi. Vous n'avez pas besoin de vous donner tout ce mal, a-t-elle dit prudemment. D'ailleurs, la cuisine du chalet est assez petite. Pas vraiment équipée pour de la grande cuisine. Je me débrouillerai, l'ai-je assuré. Je suis plus ingénieuse que les gens ne le pensent. Ce soir-là, alors que je me tenais dans la minuscule cuisine du chalet, à préparer ce qui serait notre dernier repas ensemble. En tant que famille trompée, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et d'anticipation. J'étais sur le point de détruire l'illusion d'unité familiale que Thomas et Mélanie avaient construite autour de leur propre convenance. Mais j'étais aussi sur le point de nous libérer tous des mensonges dans lesquels nous vivions. « Ça sent bon ici », a dit Thomas en entrant dans la cuisine, alors que je mettais la dernière main à un repas qui avait coûté plus cher qu'il ne le savait. J'étais allée au marché chic de la ville plus tôt, et j'avais acheté des ingrédients qui reflétaient mon budget réel, plutôt que mes prétendues limitations. J'ai trouvé de magnifiques côtes de bœuf en promotion, ai-je menti sans effort, et j'ai pensé que nous méritions quelque chose de spécial pour notre dernière soirée ensemble. Dernière soirée, Mélanie est apparue dans l'embrasure de la porte, sa voix serrée de suspicion. De nos vacances, ai-je précisé bien que nous sachions toutes les deux que ce n'était pas ce que j'avais voulu dire. Alors que je les appelais à table, j'ai senti le poids de 3 années d'observation attentive se mettre en place. Ce soir, tout allait changer. La performance prendrait fin, la vérité émergerait, et ma famille découvrirait exactement qui ils avaient méprisé. J'ai regardé une dernière fois le petit chalet mémorisant ce moment avant que tout ne bascule. D'ici demain, ils comprendraient que les suppositions sur le pouvoir, l'argent et la loyauté familiale pouvaient être dangereusement fausses. La table était mise, la nourriture était prête et Maître Durand était prêt avec tous les documents juridiques qui allaient remodeler l'avenir de notre famille. En appelant Léo pour qu'il se lave les mains, j'ai souri avec une anticipation sincère. Il était temps que la vraie conversation commence. Le dîner que j'avais préparé était digne d'un grand restaurant des Côtes de Bœuf, de première qualité des légumes rôtis avec des herbes que j'avais cultivées moi-même avant de déménager dans mon appartement de pauvre, un fondant au chocolat qui avait coûté plus cher que ce que Mélanie dépensait habituellement en courses pour une semaine. J'ai observé leur visage alors qu'ils prenaient leur première bouchée, voyant la surprise et la confusion remplacer leur habituelle acceptation condescendante de ma cuisine simple. « C'est incroyable, maman », a dit Thomas coupant dans sa viande avec appréciation. « Quand as-tu appris à cuisiner comme ça ?»« J'ai toujours cuisiné comme ça, ai-je répondu ce qui était la vérité. C'est juste que tu n'y prêtais pas attention. » Léo attaquait sa portion d'enfant avec enthousiasme babillant sur le fait que c'était le meilleur dîner de tous les temps. Mélanie mangeait plus lentement son expression, devenant de plus en plus suspicieuse, alors qu'elle assimilait la qualité et le coût évident du repas. « Où as-tu trouvé ces côtes de bœuf ?» a-t-elle finalement demandé, son ton désinvolte mais ses yeux vifs. Elles ont dû coûter une fortune. « Je les ai trouvées en promotion. » ai-je répété mon mensonge, précédent soutenant son regard. « Parfois on a de la chance. »« De la chance ?» a-t-elle répété, ne me croyant manifestement pas. « C'est ça. » J'ai posé ma fourchette et j'ai pris le vin que j'avais ouvert plus tôt. Un autre choix coûteux, qui n'était pas passé inaperçu. Le cubi de vin bon marché que j'apportais habituellement aux réunions de famille était introuvable ce soir. En fait, ai-je dit, sentant le moment se cristalliser autour de nous, je pense qu'il est temps que nous parlions de chance d'argent et d'honnêteté. Thomas s'est arrêté de mâcher quelque chose dans mon ton, l'alertant que ce ne serait pas une conversation de dîner de famille ordinaire. La main de Mélanie s'est crispée autour de son verre de vin, son instinct lui hurlant des avertissements qu'elle ne pouvait pas encore interpréter. « Qu'est-ce que tu veux dire, mamie ?» a demandé Léo innocemment, levant les yeux de son assiette avec confiance.
Je veux dire, mon chéri, que parfois les adultes ne se disent pas toute la vérité et que parfois cela cause des problèmes. Maman, a dit Thomas prudemment en posant ses couverts. Où veux-tu en venir? J'ai pris une lente gorgée de vin, savourant à la fois l'excellent millésime et le moment que j'attendais depuis 3 ans. Je veux en venir au fait que vous avez tous agi en fonction de malentendus importants concernant ma situation. Votre situation. La voix de Mélanie était montée d'une demi-octave comme elle le faisait toujours lorsqu'elle sentait une menace pour son monde soigneusement géré. Ma situation financière plus précisément. Je lui ai souri appréciant la façon dont son visage commençait à pâlir. Vous voyez, quand Henri est mort, vous avez tous fait des suppositions sur ce qu'il avait laissé, sur ce que j'avais pour vivre, sur le genre d'avenir qui m'attendait. Thomas me fixait maintenant son dîner oublié. « Maman, qu'est-ce que tu es en train de dire, es-tu ? » Je suis en train de dire que votre père et moi étions bien meilleurs en gestion financière que vous ne l'auriez jamais imaginé. J'ai sorti une tablette de mon sac, l'ouvrant sur la page de synthèse de mon portefeuille d'investissement. Bien meilleur. L'écran affichait un nombre qui a fait tomber la mâchoire de Thomas. 52 347 891. C'est impossible, a murmuré Mélanie se penchant pour regarder l'écran comme si c'était un tour de magie. Les investissements sont réels, ai-je dit calmement. Les biens immobiliers sont réels. Les comptes en fiducie sont réels. La seule chose qui n'était pas réelle, c'était la pauvreté que j'ai jouée pour vous ces 3 dernières années. La chaise de Thomas a raclé le sol, alors qu'il se reculait de la table. « Jouer, maman, mais de quoi diable parles-tu ? Je parle d'un test. » ai-je dit ma voix stable, malgré l'adrénaline qui parcourait mes veines. Un test de 3 ans pour voir qui vous étiez vraiment quand vous pensiez que je n'avais rien à vous offrir si ce n'est le besoin. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais entendre la respiration de Léo, le tic-tac de l'horloge murale, le son lointain du vent dans les pins à l'extérieur. Mais à l'intérieur du chalet, 3 personnes étaient en train de digérer la destruction complète de tout ce qu'elles pensaient savoir sur la dynamique de leur famille. Mélanie a été la première à craquer. « Vous mentez, hâtée, elle dit sa voix stridente de panique. C'est une sorte de blague, une blague cruelle. Pas de blague, l'ai-je assuré, en faisant défiler les pages des comptes pour leur montrer les propriétés, les portefeuilles d'actions, les obligations. Bien que je suppose qu'il y ait une certaine ironie à ce que vous qualifiez quelque chose de cruel. Mais l'appartement a balbutié, Thomas. Les soucis d'argent constants, la façon dont tu... La façon dont j'ai quoi ? Ai-je demandé sèchement. La façon dont j'ai accepté d'être traitée comme un fardeau, la façon dont je me suis laissée exclure des réunions de famille parce que je ne pouvais prétendument pas y contribuer, la façon dont je suis restée assise en silence, pendant que Mélanie expliquait à mon petit-fils que je ne faisais pas vraiment partie de cette famille. Le visage de Thomas est devenu blanc. Il a jeté un regard à sa femme qui fixait maintenant ouvertement l'écran de la tablette, comme si elle pouvait faire disparaître les chiffres par la seule force de sa volonté. « Tu nous as testés. Hâté. » Il dit lentement, la prise de conscience se faisant jour dans sa voix. « Pendant 3 ans, tu nous as testés. Et vous avez échoué, ai-je dit simplement, de façon spectaculaire. » Mélanie s'est soudainement levée sa chaise, basculant en arrière avec un fracas. C'est de la folie. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas mentir à votre famille pendant 3 ans et ensuite agir comme si nous étions les méchants. « Ah non !» ai-je demandé restant assise pendant qu'elle se dressait au-dessus de la table. Parce que de mon point de vue, je vous ai simplement permis de révéler qui vous étiez vraiment quand vous pensiez qu'il n'y avait rien à y gagner. Nous nous sommes occupés de vous, hâtée, elle criait son sang-froid complètement brisé. Nous vous avons incluse dans les vacances. Nous avons appelé. Nous avons rendu visite. Vous m'avez parqué, ai-je corrigé fermement. Vous m'avez géré comme une obligation désagréable. Vous m'avez systématiquement exclu des moments familiaux importants tout en vous félicitant de faire le strict minimum. Léo regardait les adultes avec une alarme croissante. Pourquoi tout le monde crie mamie? Pourquoi maman est si fâchée? J'ai tendu la main et j'ai pris sa petite main dans la mienne. Parfois, les adultes ont des désaccords sur des choses importantes, mon chéri. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tout ne va pas bien se passer. La voix de Mélanie s'est brisée d'hystérie. Vous nous avez menti. Vous nous avez manipulés.
Je vous ai observé, ai-je dit froidement. Et ce que j'ai observé, c'est que lorsque vous me pensiez pauvre et dans le besoin, vous ne pouviez pas vous débarrasser de moi assez vite. Vous m'avez traité comme un fardeau exclu des décisions familiales. Et le pire de tout, vous avez commencé à apprendre à Léo que l'amour pour quelqu'un était conditionné par ce qu'il pouvait fournir. Thomas a enfin retrouvé sa voix. Maman, si tu nous avais simplement dit « Quoi » Aie interrompu. Que j'avais de l'argent. Et alors, vous vous seriez soudainement souvenu comment me traiter avec respect. Vous auriez magiquement redéveloppé de l'affection pour moi. Vous auriez cessé de permettre à votre femme d'empoisonner mon petit-fils contre moi. Le mot « empoisonner » a frappé Mélanie comme un coup physique. Elle a reculé sa main, cherchant le mur pour se stabiliser. Ce n'est pas, je n'ai jamais. A-t-elle commencé, mais les mots sont morts dans sa gorge alors qu'elle réalisait qu'il n'y avait aucune défense pour ce qu'elle avait fait. Hier, ai-je poursuivi sans relâche, quand tu as dit à Léo que je n'étais pas sa vraie grand-mère, tu as confirmé tout ce que je soupçonnais de ton caractère. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui traite les gens différemment en fonction de leurs valeurs perçues. Tu es quelqu'un qui travaille activement à détruire les relations qui ne servent pas tes objectifs. La respiration de Mélanie devenait rapide et superficielle, son visage passant par des nuances de blanc et de rouge, alors que les pleines implications de la situation la frappaient. Je crois que je vais être malade. Et puis comme si l'univers avait décidé de fournir la ponctuation parfaite à ma révélation, elle a fait exactement ce à quoi je ne m'étais jamais attendue, mais dont je me souviendrai pour toujours. Elle s'est évanouie. Mélanie s'est effondrée sur le sol comme une marionnette dont on aurait coupé les fils son corps, heurtant le plancher en bois du chalet, avec un bruit sourd qui a semblé résonner dans le silence soudain. Thomas s'est précipité à ses côtés, s'agenouillant près de sa femme inconsciente, tandis que Léo regardait choqué. « Maman Mélanie, tu m'entends ? Je suis restée assise à table finissant calmement mon vin pendant que ma belle-fille gisait inconsciente sur le sol. Après 3 ans d'humiliation soigneusement orchestrée, je ne ressentais rien d'autre que de la satisfaction en regardant son monde s'effondrer autour d'elle. « Est-ce qu'elle va bien ?» a demandé Léo, sa voix petite et effrayée. « Elle ira bien, l'ai-je assuré. Parfois, les gens sont dépassés quand ils réalisent qu'ils ont commis de graves erreurs. » Thomas a levé les yeux vers moi. Son expression était un mélange de choc, de colère et de quelque chose qui aurait pu être le début de la compréhension. « Et maintenant ?» a-t-il demandé tranquillement. J'ai souri prenant une autre gorgée de mon excellent vin. « Maintenant, nous aurons une conversation honnête sur l'avenir, une fois que ta femme se sera réveillée. » Le test était terminé. Les résultats étaient concluants, et la vraie conversation sur l'avenir de notre famille ne faisait que commencer. Mélanie a repris conscience 10 minutes plus tard. Ses yeux se sont ouverts pour trouver Thomas penché sur elle avec une serviette humide et Léo qui regardait par-dessus l'épaule de son père avec inquiétude. Je m'étais déplacée dans le salon, leur laissant de l'espace tout en maintenant ma position de calme autorité. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-elle marmonné, avant que le souvenir ne la frappe. Ses yeux m'ont immédiatement trouvé de l'autre côté de la pièce et j'ai vu l'espoir mourir dans son expression alors qu'elle réalisait que ce n'était pas un cauchemar. « Tu t'es évanouie ?» a dit Thomas, quand maman nous a montré. Quand elle nous a parlé de l'argent, elle a vraiment 50 millions. A terminé Mélanie d'une voix sourde. 52, ai-je corrigé depuis mon canapé, à la clôture du marché de ce matin. La précision du chiffre a semblé la frapper à nouveau. Ce n'était pas une richesse vague. C'était un patrimoine liquide, accessible, qui changeait la vie que j'avais possédée tout le temps en les regardant me traiter comme un cas social. Thomas a aidé Mélanie à se relever. Léo s'était replié sur ses petites voitures, sentant la tension mais n'en comprenant pas la source. La vue de mon petit-fils, jouant tranquillement pendant que son monde basculait, m'a serré le cœur d'une colère protectrice. « J'ai besoin de comprendre », a dit Thomas, les yeux fixés sur moi. « Tu as eu cet argent pendant 3 ans. Tu nous as regardés nous débattre. Tu nous as laissé croire que tu étais pauvre. Je vous ai laissé révéler qui vous étiez vraiment. » Ai-je corrigé ? Je ne vous ai pas forcé à mal me traiter, Thomas. Je vous ai simplement donné l'occasion de montrer votre vrai caractère quand vous pensiez qu'il n'y avait pas de conséquences. Les mains de Mélanie tremblaient.
Mais pourquoi? Pourquoi nous faire ça? La question était si authentiquement déconcertée que j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Parce que j'avais besoin de savoir, ai-je dit. Quand Henri est mort, j'ai réalisé que je ne connaissais plus ma propre famille. J'avais besoin de comprendre qui tu étais devenu, qui tu avais épousé, et surtout quel genre de personne influencerait mon petit-fils. Donc tu nous as menti pendant 3 ans, a dit Thomas à la voix tendue. Tu nous as manipulés, testés, tu nous as piégés. Je vous ai observé, ai-je répondu. Tout ce que vous avez fait, chaque choix, chaque façon de me traiter, était entièrement votre décision. Je n'ai simplement pas corrigé vos suppositions. Mélanie s'est soudain penchée en avant, les yeux brillants d'un calcul désespéré. Mais maintenant que nous savons tout peut être différent, on peut tout recommencer. Non, l'ai-je coupé. On ne peut pas recommencer. Vous ne pouvez pas désapprendre qui vous êtes vraiment. Et je ne peux pas oublier ce que j'ai appris sur vous deux. La finalité dans mon ton semblait drainer la dernière couleur de son visage. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai sorti une épaisse enveloppe de mon sac. Ça veut dire que j'ai pris des décisions sur l'avenir, sur mon testament, sur mes actifs et sur ma relation avec cette famille. Thomas a dégluti. Maman, quoi que tu penses. Je ne pense pas, Thomas. J'ai déjà agi. J'ai sorti le premier document, un testament révisé. Ma succession sera placée en fiducie pour Léo jusqu'à son 25e anniversaire. Les fiduciaires seront mon avocat et une société de gestion, pas des membres de la famille. Mélanie a laissé échapper un son étranglé. Vous nous déshéritez complètement. Je m'assure que Léo aura les ressources nécessaires indépendamment des capacités ou du caractère de ses parents. J'ai sorti le deuxième document. Cependant, il y a des conditions. Des conditions, a demandé Thomas. La fiducie ne sera accessible que si Léo maintient une relation avec moi qui n'est pas médiatisée ou contrôlée par ses parents. Si je découvre que l'un de vous l'a empoisonné, contre moi l'a empêché de me voir ou a endommagé notre relation, l'argent ira à des œuvres de charité. Le silence était si complet que je pouvais entendre les petites voitures de Léo rouler sur le plancher. Vous ne pouvez pas faire ça, a murmuré Mélanie. Je le peux et je l'ai fait, ai-je confirmé. De plus, j'ai créé un fonds pour l'éducation et la santé de Léo, géré de manière indépendante. Vous n'y aurez pas accès, mais vous ne serez pas non plus responsable des dépenses majeures. Thomas regardait les documents comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Tu nous soudoies pour avoir une relation avec Léo. Je me protège ainsi que mon petit-fils de votre volonté, démontrée de couper les gens des relations familiales quand cela vous arrange. Ai-je corrigé? Vous avez passé 3 ans à réduire systématiquement mon rôle dans la vie de Léo. Maintenant, vous passerez les 10 à 7 prochaines années à vous assurer que cela ne se reproduise plus. La respiration de Mélanie devenait à nouveau superficielle. C'est du chantage. Ce sont des conséquences, ai-je dit. Pendant 3 ans, vous avez agi en supposant que je n'avais aucun pouvoir, aucune ressource et aucune option. Vous aviez tort sur tous les points. J'ai sorti le 3e document. J'ai aussi pris des décisions plus immédiates. Quel genre de décision? Je déménage. L'appartement que je loue est une de mes propriétés, mais il n'a jamais été destiné à être permanent. J'ai acheté une maison dans le Luberon, assez proche pour des visites régulières avec Léo, mais assez loin pour maintenir mon indépendance. Le Luberon, la voix de Thomas, s'est légèrement brisée. Maman, c'est assez loin pour que vous deviez faire un réel effort si vous voulez me voir. Ai-je terminé? Fini les dîners obligatoires où je suis traitée comme une invitée indésirable. Fini les vacances en famille où je dors sur des canapés-lits. Si vous voulez une relation avec moi, vous devrez la mériter. Mélanie a enfin retrouvé sa voix. Et si nous n'acceptons pas vos conditions, je lui ai souri sans aucune chaleur. Alors Léo héritera quand même de tout à 25 ans, mais vous aurez passé près de 2 décennies en sachant que votre traitement de sa grand-mère a coûté à votre famille 52 millions d'euros. Le poids de cette déclaration s'est abattu sur eux. Tu as dit que tu voulais protéger Léo d'apprendre que l'amour était conditionnel, a dit Thomas désespérément. Mais n'est-ce pas exactement ce que tu fais? Rendre ton amour conditionnel à la façon dont on te traite? Non, ai-je répondu. Je rends mon argent conditionnel à la façon dont vous me traitez. Mon amour pour Léo n'a jamais faibli malgré vos efforts pour endommager notre relation.
Mais ma volonté de soutenir financièrement des personnes qui ont démontré leur dédain pour moi, ce temps est révolu. Je me suis levée. Vous avez un choix à faire. Vous pouvez accepter ces nouvelles conditions et reconstruire nos relations familiales sur une base de respect authentique, ou vous pouvez les rejeter et expliquer à Léo, quand il sera plus âgé, pourquoi ses études ont été financées par la charité. Mélanie pleurait ouvertement maintenant. On ne savait pas, hâtait-elle sanglotait. Si vous aviez su pour l'argent, vous m'auriez bien traité pour exactement les mauvaises raisons. Ai-je terminé. Vous auriez été gentil parce que j'étais utile, pas parce que j'étais de la famille. Ce n'est pas de l'amour, Mélanie. C'est de la manipulation. Thomas tenait sa tête entre ses mains. Qu'est-ce que tu attends de nous ? A-t-il finalement demandé. Je veux que vous décidiez qui vous voulez être, ai-je dit. Vous pouvez être le genre de personne qui aime les membres de leur famille indépendamment de leur statut financier ou le genre qui mesure les relations par leur potentiel de profit, mais vous ne pouvez pas être les deux. Et vous ne pouvez pas prétendre que les 3 dernières années n'ont pas eu lieu. Je suis allée à la fenêtre. Je vous donne la nuit pour en discuter. Demain matin, vous me ferez savoir ce que vous avez décidé. Derrière moi, j'entendais les sanglots de Mélanie et les murmures de Thomas. Je n'éprouvais aucune sympathie. Ils avaient créé cette situation par leur choix, leur supposition et leur cruauté désinvolte. Maintenant, ils devaient en assumer les conséquences. Je me suis réveillée le lendemain matin au son de chuchotements agités venant de la chambre de Thomas et Mélanie. Ils avaient veillé une bonne partie de la nuit. Léo était déjà levé, assis à la table de la cuisine avec un bol de céréales. Il a levé les yeux quand je suis sortie, son sourire aussi éclatant que jamais. « Bonjour, mamie. On rentre à la maison aujourd'hui. »« Oui, mon chéri, » ai-je dit en lui ébouriffant les cheveux. « J'ai aimé construire des châteaux de pierre avec toi hier. On pourra le refaire un jour. » La simple question m'a serré la gorge. « J'espère bien, Léo. J'espère vraiment. » Thomas est apparu, l'air d'avoir vieilli de 5 ans. « Maman, on peut parler ? Nous sommes sortis sur la terrasse. Nous voulons accepter tes conditions. » Hâté, il dit sans préambule. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de compréhension sincère. Toutes. Mélanie n'est pas contente, mais elle comprend qu'on n'a pas le choix. Il ne s'agit pas de choix, Thomas, ai-je dit. Il s'agit de caractère. Si vous acceptez seulement parce que vous vous sentez piégé, alors nous ne construisons rien de réel. Il est resté silencieux un long moment. Je t'ai déçu, n'est-ce pas ? En tant que fils, je t'ai complètement déçu. L'aveu m'a frappé plus fort que prévu. Je ne ressentais aucun triomphe, seulement de la tristesse. Tu t'es déçu toi-même, ai-je dit. Tu es devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un qui pouvait regarder sa femme exclure systématiquement sa mère de la vie de famille et ne rien dire. Des larmes coulaient sur son visage maintenant, me rappelant soudain le petit garçon qu'il était. « Peux-tu me pardonner ?» a-t-il demandé. « Je peux apprendre à te pardonner, » ai-je dit. Mais le pardon n'efface pas les conséquences. Les 3 dernières années ont eu lieu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, tu prouves que tu es sincère, non pas par de grands gestes, mais par un comportement constant et respectueux. Tu me montres que tu te souviens que je suis ta mère, pas un fardeau. Et Mélanie. J'ai regardé à travers la porte où je pouvais voir sa femme assise le visage bouffi. Mélanie devra décider qui elle veut être. Elle peut apprendre à me respecter ou continuer à me voir comme un obstacle. Mais elle ne peut pas faire les deux et son choix déterminera sa relation avec l'argent qui façonnera l'avenir de Léo. Il a grincé des dents à ce rappel brutal. Elle a peur. Elle devrait. Ai-je répondu sans sympathie. La peur est une réponse appropriée quand on réalise que ses actes ont des conséquences. Nous sommes restés en silence regardant Léo. « Je veux qu'il connaisse sa grand-mère », a soudainement dit Thomas. « La vraie toi, pas la version que Mélanie lui a apprise. Alors tu devras y travailler activement, lui ai-je dit. Fini l'acceptation passive. Fini de traiter ma présence comme une faveur. Je comprends. J'espère que oui, ai-je dit. Parce que c'est ta dernière chance, Thomas. 6 mois plus tard, j'étais assise dans la véranda de ma nouvelle maison, dans le Luberon, regardant Léo m'aider à entretenir le carré d'herbes aromatiques que nous avions planté ensemble. Le trajet s'était en effet avéré assez long pour exiger un effort réel, ce qui signifiait que les visites étaient intentionnelles. Thomas venait un week-end sur 2, parfois avec Mélanie, parfois seul. L'adaptation de Mélanie avait été douloureuse mais nécessaire.
Elle avait essayé diverses approches avant de s'installer dans une politesse prudente qui semblait durable sinon chaleureuse. « Elle ne m'aimera jamais », avais-je dit à Thomas lors d'une de ses visites. « Probablement pas », avait-il convenu. « Mais elle apprend à te respecter et c'est peu être suffisant. » C'était suffisant. La vraie victoire, c'était Léo. Libéré du poison subtil de sa mère, notre relation s'était épanouie. Il passait un week-end sur 2 avec moi apprenant mes recettes, m'aidant au jardin et absorbant les histoires de famille que Mélanie n'avait jamais pris la peine de demander. Mamie athée, il dit en repiquant soigneusement un plant de basilic. « Maman dit que tu es très riche. C'est vrai. » J'ai souri. « Oui, mon chéri. Est-ce que ça change quelque chose entre nous ?» Il a réfléchi sérieusement. « Je ne crois pas. Tu es toujours la même personne qui construit des châteaux de pierre et fait les meilleures crêpes. L'argent ne change pas ça. » C'est vrai, ai-je convenu, le cœur gonflé d'amour. L'argent ne change pas qui nous sommes à l'intérieur. Il révèle juste parfois qui sont vraiment les autres. Il a hoché la tête solennellement puis s'est éclairci. Est-ce que ça veut dire que je pourrais aller à l'université où je veux? Ça veut dire que tu auras des options, lui ai-je dit. Mais tu devras toujours travailler dur et faire de bons choix. L'argent peut ouvrir des portes, mais c'est toi qui dois les franchir. Ce soir-là, après que Thomas eut ramené Léo, je me suis installée dans mon fauteuil avec une tasse de tisane. Mon téléphone a vibré. Un message de Thomas. « Merci pour aujourd'hui. » Léo n'arrête pas de parler du jardin. J'ai répondu « Bien sûr, conduisez prudemment. » La relation n'était pas parfaite, mais elle était honnête maintenant, construite sur la vérité plutôt que sur des suppositions. J'ai pensé à Mélanie calculant probablement les intérêts composés de 52 millions d'euros. L'ironie ne m'échappait pas qu'en essayant de m'exclure, elle s'était assuré son propre statut d'étrangère permanente. Mais surtout, j'ai pensé à Léo et à l'homme qu'il deviendrait. Il grandirait, en sachant que les relations familiales exigeaient des efforts et du respect. Il comprendrait que la richesse était un outil, pas une mesure de la valeur. Plus important encore, il saurait que sa grand-mère s'était battue pour rester dans sa vie. Le test était terminé. Les résultats étaient permanents. Et pour la première fois en 3 ans, j'étais exactement là où je devais être. Dans ma propre maison, selon mes propres termes, ma dignité intacte et mon avenir assuré. Dehors, les premières étoiles apparaissaient. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités. J'ai levé ma tasse dans un toast silencieux à moi-même, la femme de 70 ans, qui avait enfin appris que parfois la plus grande victoire est simplement de refuser d'être diminuée par les limites des autres. La performance était terminée. La vérité nous avait tous libérés, et je n'avais jamais été plus heureuse d'être exactement qui j'étais.